Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois, le bonheur est-il dans le pré? Faut-il penser l'agriculture autrement? Quelle politique mettre en place pour que les agriculteurs puissent bénéficier d'un revenu décent? Comment respecter la création qui nous a été confiée? Je vous laisse regarder le sommaire de notre magazine. Le bonheur est-il encore dans le pré? L'agriculture donne-t-elle à ses fermiers toutes les raisons d'être heureux dans leur métier? Certains chiffres ont tiré la sonnette d'alarme. Pourtant, Jade, 25 ans, n'a pas hésité à reprendre la ferme familiale et à se confronter avec la réalité du terrain. Au port de la capitale, à Anderlecht, des potagers se sont développés avec succès. Ici, une volonté de travailler la terre sans pesticides et un accent mis sur le circuit le plus court possible entre producteurs et consommateurs. Ariane Hermans, Vincent Delobel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Ariane Hermans, vous êtes coordinatrice des Compagnons de la Terre. C'est une coopérative liégeoise avec un projet agricole. Et vous, Vincent Delobel, vous êtes sociologue du développement et également chevrier. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder ce premier reportage. Il est signé Corinne Owen et Jean-Louis Gios. Nous sommes au petit matin et à la ferme de la Béole, Thomas sert des petits déjeuners qui sont attendus avec impatience. Chaque année, 200 à 250 veaux naissent ici. Une ferme qui tourne plutôt bien depuis 3 générations et où élevage de blanc-bleu belge et production laitière se côtoient. Jade a 25 ans. Diplômée en gestion des ressources humaines, mais fille d'agriculteur, elle a rencontré Thomas et n'a pas hésité longtemps à le suivre dans son projet de reprendre la ferme familiale. Alors Jade, l'agriculture, c'est une passion pour vous? Oui, c'est une passion, mais c'est surtout quelque chose qu'on a dans le sang depuis peut-être toute petite. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai eu beaucoup plus d'intérêt pour la ferme et l'agriculture en général. Déjà rien que les animaux, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer quand on est né dedans. Et donc oui, voilà, c'est devenu une passion, c'est devenu quelque chose avec lequel je ne peux pas rompre en fait. C'est un style de vie, un mode de vie complètement différent, mais les parents ont toujours été comme ça. Donc voilà, c'est une vision de l'avenir qu'on a dès le début. Donc oui, on peut dire que c'est une passion si on veut. Jade a la chance de commencer son métier en s'appuyant sur une exploitation qui est saine. Mais ils sont nombreux ceux qui n'ont pas réussi à trouver leur place dans le secteur agricole. En 35 ans, la Belgique a perdu 68% de ses exploitations. Un chiffre qui fait peur. Par contre, la superficie de celle-ci a triplé. Le père de Thomas ne va pas tarder à passer le flambeau au jeune couple. Et s'il le fait avec une certaine sérénité, il est bien conscient que le métier d'agriculteur n'est pas de tout repos. Alors, pour les jeunes aujourd'hui, quels sont quand même les défis qu'ils sont obligés à relever et que vous n'avez peut-être pas connus vous? On a connu à peu près les mêmes défis qui sont peut-être plus contraignants maintenant qu'à notre époque, mais le métier d'agriculteur est toujours l'obligation de s'adapter à la demande du consommateur. Donc c'était le cas il y a quelques années, ce sera encore dans le futur, je pense. Je pense qu'ils préfèrent de plus en plus les produits de proximité. Donc ils se rendent compte que faire le tour du monde à des denrées alimentaires pour arriver dans son assiette, c'est un non-sens. Aller à la rencontre du consommateur est certainement une piste à exploiter. Et pour aller encore plus loin, Jade s'est lancée dans la production de beurre aromatisé. Cèpe, ail, truffe, elle expérimente les parfums et n'est jamais à court d'idées. J'ai une âme d'entrepreneur, donc déjà oui, de se lancer dans la ferme, c'est déjà quelque chose de très bien à ce niveau. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que j'aime bien le contact avec les gens. Travailler dans une ferme, oui, c'est le contact avec les animaux, se contacter avec la nature, mais moi, dans mon cas, j'ai besoin d'autre chose que ça. J'ai besoin de voir des gens, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de discuter, même de discuter avec des gens qui n'ont rien à voir dans l'agriculture et d'échanger sur nos façons de vivre. Et donc le beurre, comme plus personne ne fait du beurre, en tout cas dans les jeunes, il n'y a plus personne qui se lance dans le beurre, dans les plus âgés il y en a encore. C'était pour moi l'occasion de recommencer quelque chose que ma grand-mère faisait encore il y a des années, et voilà, de prouver que le beurre, le bon vrai beurre de ferme au lait cru est toujours présent sur le marché.
Depuis 2000, les prix alimentaires ont grimpé de 28% pour le consommateur. 19% seulement pour les prix à la production dans le secteur agricole. Autant dire que pour nos producteurs, la bataille est rude et loin d'être terminée. Ariane Hermans, c'est quoi exactement les Compagnons de la Terre dont vous êtes la coordinatrice? C'est une société coopérative à finalité sociale qui est née il y a 2 ans. C'est une initiative citoyenne et donc notre objectif à terme, c'est de créer une micro-ferme autonome qui pratique l'agroforesterie. On reviendra sur cela d'ici quelques instants. Et vous, Vincent Delebel, vous êtes sociologue et chevrier. Ce n'est pas habituel, je pense, ce cumul, je dirais, de fonctions. Comment en êtes-vous arrivé là? Je suis sociologue de formation. C'est les études que j'ai choisies. Je voulais d'abord comprendre au maximum la société dans laquelle nous vivons avant, de toute façon, de retourner et de reprendre la ferme parentale, qui était mon objectif depuis le début, bien avant mes études aussi. Et donc pour moi, ça me paraissait important de d'abord comprendre la société qui est autour de l'agriculture avant de pouvoir faire évoluer l'agriculture vers une direction qui lui soit plus souhaitable. Est-ce que c'est un risque comme ça de s'engager dans une telle aventure aujourd'hui, pour vous? Sans doute. Sans doute. Maintenant, c'est quelque chose qui est très passionnant et où je retrouve beaucoup de cohérence. C'est ce qui me plaît beaucoup. Ou d'une part, en pratiquant quotidiennement, parce que c'est quand même plus qu'un temps plein, l'activité d'éleveur, je suis convaincu qu'en même temps, voilà, je le ressens, que je peux résoudre et agir sur beaucoup d'enjeux différents de la société, que ce soit au niveau de la formation, de la justice sociale, de l'alimentation saine, de l'environnement, etc. Donc pour moi, c'est quelque chose de très cohérent à ce niveau-là. Justement, quels sont les enjeux aujourd'hui, tant dans votre coopérative que dans le métier que vous exercez? Quels sont les enjeux que vous voyez? Pour nous, des enjeux, il y en a tout plein. Hein. Il y en a auxquels on a décidé de répondre et d'autres où on n'est pas capable de répondre. L'enjeu numéro 1, c'est, je pense, le bien-être des agriculteurs, le fait que le métier d'agriculteur soit un métier viable et pas un métier qui amène au suicide, par exemple, comme c'est le cas aujourd'hui. Le deuxième enjeu, c'est le respect des sols et de l'environnement. On ne peut pas continuer avec le système conventionnel. Et je pense que le troisième enjeu, mais qui est lié à l'environnement, c'est le respect des sols et vraiment de ce qui nous donne l'alimentation. Il y a encore un autre enjeu qui est l'implication des consommateurs, donc recréer du lien entre le producteur et le consommateur. La rentabilité aussi, parce que le métier d'agriculteur, il est difficile parce qu'on travaille pendant des heures, etc. Mais il est difficile aussi parce que c'est difficilement rentable, ou alors on est endetté et on ne s'en sort pas. Donc il y a une foule d'enjeux. Et pour vous, Vincent? Les enjeux sont multiples, effectivement. Maintenant, je pense qu'il y a l'enjeu premier pour moi, c'est la défense de la paysannerie et donc des gens avant tout. L'environnement me préoccupe beaucoup et on va essayer vraiment de trouver des solutions, notamment techniques, qui vont dans ce sens-là. Mais avant tout, c'est pour les gens. Et voilà, je suis issu du milieu agricole depuis plusieurs générations et c'est non seulement un métier, mais c'est bien plus qu'un métier. C'est un mode de vie et qui rassemble toute une communauté de personnes dans nos campagnes. Et je pense que voilà, c'est aussi travailler à leur éveil, à eux, à leur prise en main de leur destin, arrêter de suivre toujours les dictats et les voies tracées par l'industrie ou par les banques. Et je pense que pour moi, c'est important d'être avec eux, être dès leurs, pour construire un avenir qui leur soit meilleur. Vous parlez justement des dictats, entre autres des banques. Est-ce que vous êtes jeune, si vous allez voir votre banque, est-ce que facilement elle va vous prêter ou bien il y a de la réticence? Maintenant, ce qui se passe, c'est que j'ai un projet qui sort assez de l'habituel, en tout cas dans le milieu agricole, bien que la ferme soit historique. Hein, je ne suis pas animaculteur, c'est une ferme parentale, plus de 300 ans qu'on est là. Mais c'est le projet qui a fort évolué. Maintenant, étant donné que les consommateurs nous suivent et que la société qui nous entoure en général adhère à notre type de projet, les banques suivent, mais ce n'est pas du tout la trajectoire, je vais dire, de production agricole que les banques ont soutenu et encadré, je vais dire, jusqu'à aujourd'hui. Vous sentez une évolution de la société, une évolution des mentalités chez les gens qui viennent vers vous pour bénéficier de vos différents produits? Ariane Hermans, par exemple? Oui, clairement. Je pense que c'est dans l'air du temps hein, de manger plus sain, de manger de manière plus respectueuse de la terre, etc.
Maintenant, il y a encore toute une frange de la population qui voudrait bien, mais qui, pour des raisons financières, qu'elles soient réelles ou fantasmées, n'y vient pas. Par contre, chez les producteurs, je pense qu'il y en a encore beaucoup qui sont accrochés à l'agriculture conventionnelle, plan Marshall, etc. et qui ont peut-être plus de mal à changer. Il y en a, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il n'y en a pas, mais ils ont plus de mal et c'est compréhensible parce que c'est le modèle qu'ils ont développé. C'est normal de s'accrocher à ce qu'on a fait jusqu'à présent et de reconnaître que peut-être ils ont été pris dans un système qui n'est pas positif au final. Les grandes fermes, par exemple, on a eu tout d'un coup un développement des grandes fermes. Est-ce que ça, c'est l'avenir ou bien vous pensez qu'on va revenir à nouveau vers des plus petites fermes? Vincent Delobel. Tout d'abord, la première vérité, je pense qu'il faut rappeler, c'est que les petites fermes sont viables, l'ont toujours été, le seront encore. Parce que ce n'est pas seulement une évolution des grandes fermes dans le futur qui me préoccupe, mais c'est surtout une pensée commune et qui est tout à fait fausse, en pensant que la superficie est nécessaire aux revenus. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment déconstruire. En maraîchage, c'est largement déconstruit aujourd'hui avec le boom des maraîchers, notamment bio, qui se crée et qui démarre maintenant. Mais c'est aussi vrai dans l'élevage. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup moins connu. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres modes de production, d'autres systèmes de production qu'il faut développer pour que le petit élevage, dans le sens de l'élevage à petite échelle, c'est bien ça que je veux dire, puisse être viable. Maintenant, l'élevage, c'est du très long terme, parce qu'on travaille aussi sur la génétique des animaux. Donc c'est du très très long terme. Et donc pour, je vais dire, conforter les éleveurs en particulier à changer leur mode de production, ils doivent aussi avoir la garantie que ce n'est pas qu'une vague et que ce n'est pas qu'un effet de mode temporaire. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de l'inscrire dans la durée, dans des choix techniques, mais aussi dans des relations particulières avec nos consommateurs. Ça, je pense que c'est une tendance générale. Et le fond de cette tendance, pour moi, il est durable. Parce que ce que j'observe, c'est un besoin, mais qui est très fort. On est ferme pédagogique, donc on accueille beaucoup d'enfants aussi. On peut aussi observer ça chez eux. C'est un besoin qui est encore plus fort, je veux dire, que de la mode, de se rapprocher et de préserver une certaine continuité, même organique, entre ce qu'on mange, le sol, d'où il provient, notre alimentation et nous-mêmes. C'est une continuité par rapport à la terre-mère et à la vie qui nous entoure. Je pense que c'est un besoin qui est très profond et tout le monde, au fond de soi, a ce besoin de retrouver ça. Donc c'est pour ça que c'est ce qui me fait penser que cette tendance, ce n'est pas qu'une tendance, mais vraiment une évolution durable dans le temps. Ce qui veut dire que, quelque part, vous diversifiez vos activités. Non seulement vous vous occupez de votre élevage, mais en plus, il y a une fonction pédagogique que vous avez développée. Éducative. Vous avez la même chose chez vous aussi, une fonction éducative dans... Nous aurons la même chose, c'est-à-dire que nous n'avons que 2 ans, mais nous sommes assaillis de demandes, que ce soit des groupes d'enfants ou des groupes d'adultes. Pour le moment, on répond de temps en temps, quand on en a les moyens en termes de temps et de main-d'œuvre disponibles. Mais on espère développer ça dans les années à venir, parce qu'on pense que c'est important, et puis parce que c'est une demande qui est là, donc il faut y répondre. Et puis c'est vrai, vous dites que vous avez 2 ans, lui il a 300 ans, donc même s'il fait jeune comme ça, on voit effectivement qu'il y a une tradition qui s'inscrit. Je vous propose de garder peut-être un deuxième reportage, toujours signé de Jean-Louis Gios et Corinne Owen. Il est 10 h du matin et dans ce potager de la périphérie bruxelloise, tout le monde est déjà bien occupé. Les commandes des restaurants, épiceries bio ou encore des particuliers ont été encodées. Et fruits et légumes sont cueillis sans tarder pour garder toute leur fraîcheur. Depuis quelques années, les potagers de la coopérative Vert d'Iris se font connaître sur le terrain de l'agriculture urbaine. Une agriculture qui se veut à l'écoute de la terre. Alors ici, on pratique l'agroécologie et l'agroforesterie plus particulièrement. Donc c'est un modèle qui mixe les arbres fruitiers et les plantes maraîchères. Donc on travaille en bande de culture permanente, ce qui veut dire qu'à ces endroits-là, on ne marche jamais. Et entre ces bandes de culture, on a des bandes d'arbres fruitiers. Parce que les arbres fruitiers ont des effets positifs sur le sol. Les racines aident à aérer le sol, ils aident aussi à retenir mieux l'humidité et des choses comme ça. Et donc les planches de culture sont travaillées de manière très superficielle avec une grelinette. C'est assez à la mode comme outil, on entend beaucoup parler.
Et ensuite, on ajoute du compost ou du fumier plus ou moins composté. C'est plus ou moins les seules choses qu'on ajoute au sol. Et on cultive ainsi toute l'année. Il est évident que pour survivre, s'il faut produire en qualité, il faut également produire en quantité, même sur une petite surface. C'est plus facile sur une petite surface parce qu'on a le temps de travailler chaque parcelle, chaque mètre carré, comme on le voit ici, de façon très suivie, sans attendre. On met en culture, on récolte 5 à 10 fois chaque parcelle par an. Un peu moins en moyenne, mais il y a des parcelles qu'on récolte 5 à 10 fois parce qu'on met des associations. Donc là, on récolte des tomates, des tagettes, des basiliques au même endroit. Donc on a 3 plantes en même temps. Et puis tout l'hiver, ça tourne. L'automne, au printemps, ça tourne. Il y a d'autres choses. Dans les potagers de la coopérative, le pari est de bannir les pesticides. Un défi difficile à faire admettre dans le grand public. Il y a encore des gens qui viennent nous voir, qui ne croient pas ce qu'on fait. Ils disent c'est pas possible, vous devez utiliser des pesticides cachés, je sais pas quoi. Pas possible. Nous on démontre que, avec de l'intensification écologique, de l'intensification éco-fonctionnelle, on peut produire des rendements très très importants et qui ont une valeur commerciale, en l'occurrence 50 € par mètre carré par an. Un courant alternatif qui gagnerait donc du terrain et pourrait même créer de l'emploi en région bruxelloise. Un circuit court qui consiste à réduire les kilomètres parcourus par les aliments entre la fourche et l'assiette et qui diminue l'impact de l'agriculture sur l'environnement pour soutenir une économie plus locale. Donc le goût, la qualité du fruit ou du légume dépend de la terre et dépend de la manière dont on la traite. Alors ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de la variété aussi. Nous on choisit des variétés qui sont très bonnes pour le goût et pas forcément résistantes à 10 jours en frigo ou en camion. Et ce n'est pas les mêmes variétés. Il y a des variétés de tomates super dures qui vont résister très très longtemps dans le circuit de distribution. Nous on n'a pas vraiment besoin de ça. Et nous on privilégie directement les variétés qui nous plaisent au niveau du goût. Ariane Hermans, ce type de coopérative comme celle qu'on vient de voir dans le reportage, avez-vous l'impression que c'est l'avenir ? Oui, en tout cas c'est une forme d'avenir, c'est une des solutions pour résoudre les problèmes auxquels l'agriculture est confrontée. Maintenant je pense qu'il y a un tas d'initiatives différentes qui voient le jour et aucune n'est la solution miracle, la panacée. Je pense qu'il y a des essais, des erreurs et puis comme pour tout, il faut laisser à chacun la créativité et la liberté de faire son essai à lui. Donc nous par exemple, je le redis et je le redis, on n'a pas la prétention d'être la solution universelle. On est un essai parmi d'autres et je pense que tous les essais sont valables. Vincent. Mais en fait, nous justement, pour essayer de répondre à cet enjeu-là, on s'organise en réseau. Et donc on a un réseau d'agriculteurs, une bonne vingtaine d'agriculteurs dans la région, qui discutons régulièrement ensemble de nos essais-erreurs. Il y a des éleveurs, des cultivateurs, des fermes mixtes, des maraîchers, un peu toutes sortes de producteurs, mais qui avons tous, et des bio et des conventionnels d'ailleurs dans le réseau, mais qui tous partageons un peu cette même envie de faire évoluer nos pratiques dans une direction qui est commune vers une agriculture qui soit plus durable, plus qualitative, etc. Et on essaye tous, en fait, on organise des auberges espagnoles tout simplement, où on discute de ce qu'on a essayé, nos essais, de nos erreurs, dans nos fermes respectives. Parce que chaque ferme est unique, chacun essaye et chacun a aussi ses valeurs et ses principes. Et donc on essaye tous des choses qui sont tout à fait différentes, mais parfois avec le même objectif ou certains moyens en commun, etc. Et donc il y a toujours à apprendre des expériences des autres. Et donc ça c'est vraiment le principe qui nous guide. Et voilà, ça se fait aussi sous un format qui est très convivial et ça permet de retrouver du collectif aussi dans un milieu agricole qui a quand même été fort individualisé, il faut le reconnaître, où entre les normes de l'industrie et les dictats du marché, il y a eu beaucoup de compétition et d'esprit assez individualiste, il faut le reconnaître aussi dans notre milieu. Je pense que ça c'est quelque chose de réconfortant et de porteur aussi. Mais voilà, de retrouver des copains et de pouvoir discuter franchement et sans tabou des choses qu'on a réussies, de celles qu'on a ratées aussi. Et justement, quelles sont un peu les valeurs qui sous-tendent vos projets aujourd'hui ?
une des valeurs premières aux Compagnons de la Terre, c'est le compagnonnage, c'est l'aspect humain. On est dans un collectif, donc forcément on doit être attentif au respect des autres, à l'écoute des autres. Et c'est pas toujours facile parce qu'on est des êtres humains avec nos petites caractéristiques. Puis une autre valeur, je pense que c'est la durabilité et c'est le fait de laisser des terres et des sols convenables pour les générations suivantes. Et d'ailleurs, avec les propriétaires des fermes que nous travaillons, on a une clause de durabilité et de laisser les terres pour les générations futures. Et chez vous, Vincent? Pour compléter, parce que voilà, les valeurs sont fort semblables, je dirais qu'on prête attention à garder certains traits de la culture agricole aussi, et notamment un peu cet esprit, donc non pas d'individualisme, mais de liberté, où on n'est pas tous d'accord avec tout ce que tous les autres font, même dans ce réseau. Où on est parfois en désaccord total sur certaines choses, mais où on garde un cadre de respect, de dialogue qui est vraiment intéressant. Et je pense que c'est ça aussi qui amène le changement et l'innovation. C'est quand des esprits différents vont galoper dans des directions différentes et où on va pouvoir comme ça avoir aussi une diversité des pratiques, des systèmes et des manières de penser. La durabilité elle-même. C'est tout cela qu'on entend par l'agroécologie, ce que vous faites, ou c'est encore plus vaste que cela? L'agroécologie, elle recouvre effectivement différents pans. Donc, il y a la technique agricole en elle-même, mais il y a aussi toutes les interactions avec l'environnement, avec l'humain, etc. Donc, c'est une manière de vivre et de produire qui prend en compte tous ces éléments-là, effectivement. Et l'agroforesterie, oui, justement, vraiment ce mot-là que vous avez utilisé tout à l'heure et qu'on a entendu dans le reportage. C'est le même principe, si ce n'est qu'on utilise les arbres et toute la force des arbres. Donc, très rapidement, un arbre, il a plusieurs fonctions. Il fixe le sol, il empêche l'érosion, etc., parce que ses racines vont dans le sol. Il fait de l'ombre au bétail. Les feuilles, quand elles tombent, elles nourrissent le sol. Puis il y a tous les échanges de purification de l'air, etc. Donc en lui-même, c'est une entité qui remplit un tas de fonctions dans la production. Et donc le mot foresterie, c'est ça, c'est mettre l'arbre au centre de notre circuit de production. C'est quelque chose aussi que vous faites en tant qu'éleveur? Oui, effectivement. Par la replantation de haies, notamment. Il faut savoir qu'il y a des dizaines de kilomètres de haies qui ont été arrachées dans nos campagnes. Et de retrouver justement, non seulement c'est une belle chose à planter, mais c'est surtout aussi intéressant, avec l'appui des chercheurs, etc., de retrouver toutes les fonctions qu'elles ont. Et notamment pour parfois mieux les replanter. Et vu que vous mentionnez encore mon activité d'éleveur, en particulier, on a retrouvé le fait que certaines essences des haies ont des propriétés vermifuges, notamment, donc qui ont des vertus curatives pour le bétail. Et donc voilà, ça c'est encore un exemple de ce qu'on peut essayer de recombiner, parce qu'au final c'est ça notre métier, c'est composer entre différentes sortes d'êtres vivants dont nous faisons partie. Et je pense que c'est une question de pratique, mais aussi de connaissance et d'humilité aussi, parce que c'est beaucoup de pratique et de savoir qui était historique et qu'on a perdu. Donc l'agroécologie, je pense, c'est non seulement une science dans le sens où on va produire de nouvelles connaissances, mais c'est aussi l'humilité de s'inspirer de ce qui a été fait par le passé, c'est de le comprendre aussi. Par rapport à ce qu'il dit, je pense que c'est intéressant. Il y a tout un savoir-faire ancestral et une connaissance paysanne qui a un peu été tournée en dérision ou dévalorisée avec la technique. Et donc ici, dans notre projet, en tout cas, on essaye d'apporter un appui scientifique, comme Vincent le disait, pour redonner une crédibilité en fait à des techniques et des savoir-faire qui existent depuis longtemps et qui ont été balayés. Mais en fait, on n'invente rien, on valide, on pousse peut-être un peu plus loin, mais il faut pas avoir la prétention de réinventer la roue. Vous avez l'impression que vos rendements, parce que vous devez quand même en vivre de cela, vos rendements sont-ils meilleurs que l'agriculture classique? Alors moi, aux Compagnons de la Terre, je ne peux pas encore dire oui, parce que nous n'avons que 2 ans. Dans notre business plan, on doit faire de l'élevage, on doit faire des céréales, on doit avoir un hall de transformation.
Et on n'en est pas encore là. Pour le moment, on est juste au maraîchage. Et rien que le maraîchage, avec nos 4 ouvriers, moi-même coordinatrice, on n'est pas encore rentable. Maintenant, en termes de rentabilité du sol, de production au mètre carré, etc., ça a été prouvé qu'on peut effectivement être plus rentable et produire davantage sans intrants, sans engrais chimiques, sans une série de manipulations, etc. Les associations de culture suffisent déjà à être plus rentables. Et pour vous, Vincent ? Ben, la question, elle est complexe et c'est pour ça que je pense qu'il faut, à toute question complexe, il faut avoir une réponse nuancée. Premièrement, remettre en question cette question du rendement. Et où, avant tout, moi, voilà, le critère, c'est plus de pouvoir en vivre dignement. Et ça, c'est le cas. Et on est de plus en plus d'éleveurs. Et d'ailleurs, il y a, je pense que c'était encore Nature et Progrès qui le soulignait récemment, que la transformation du lait à la ferme, notamment, est en train de sauver, c'est plus de 550 fermes en Wallonie pour le moment. Donc oui, c'est une source de valeur ajoutée et de revenus décents, des heures de travail qui sont vraiment reconnues et valorisées par le prix du produit fini, je vais dire ça comme ça. Donc ça, c'est un premier objectif qui pour nous est atteint. Maintenant, en termes de quantité ou de qualité de l'alimentation, je pense qu'on arrive à des rendements qui sont tout à fait raisonnables et crédibles. Maintenant, ils ne sont pas aussi élevés que certains tonnages à l'hectare de l'agriculture conventionnelle. Maintenant, il faut voir pendant combien de temps ça peut durer et alors avec quel coût caché aussi. On dit toujours que l'alimentation à bas prix, c'est une illusion. On le paye soit sur sa santé, soit sur son environnement ou sur d'autres conséquences sociales. Donc je pense qu'il faut nuancer ce critère du rendement, bien que, pour répondre à la question brièvement, oui, nous parvenons à des rendements qui soient crédibles, dont le bilan énergétique est crédible aussi. Ça, je pense que c'est un critère qui, pour l'instant, ne se monnaie pas, mais j'imagine que le prix de l'énergie, etc., vont continuer à augmenter. Et donc il faudra apprendre à en tenir compte, c'est évident. Et le circuit court, pour vous, est vraiment l'avenir ? Je pense que oui. On connaît le commerce équitable, par exemple, qui essaye de réduire les intermédiaires. Je pense que c'est la même chose pour l'alimentation produite ici. Chaque intermédiaire se sucre. Et donc au final, ça n'a pas de sens. Ça enrichit des grosses structures. C'est un peu le cliché, mais ça enrichit les multinationales. Tandis que le circuit court, l'argent va directement à la personne qui a produit vos légumes, qui a élevé votre viande. Donc oui, je pense que c'est l'avenir. C'est en tout cas ce qui est tenable sur du long terme. Et vous proposez même l'autocueillette, j'ai vu sur votre site. Oui, on y tient, parce que c'est vraiment ça qui rapproche les consommateurs de la terre. Les gens viennent avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants, et donc le petit bout, là, il peut aller jouer dans la terre, il voit d'où viennent les haricots. Donc pour nous, c'est très positif, et puis ça nous permet de connaître directement nos clients. Ariane Hermance, Vincent Delobel, merci en tout cas de nous avoir conscientisé plus encore aux réalités du monde agricole et des enjeux actuels. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez le revoir, il est possible de le faire en allant sur notre site catobel.be. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.